Parlement, c'est une chambre de bavardage, dit-il. Les députés sont des incapables. Et ce qu'il faut, c'est des gens qui font des choses. Moi, je fais partie des gens qui font des choses. D'ailleurs, il ne dit pas font, le type qui bosse, Macan. D'ailleurs, les posters étaient, il y avait lui et un journaliste de Blana Fontanes, grand fainéant, mais Macan. Ça, c'est les gens qui bossent, qui font des choses, à côté des bavards qui remplissent le Parlement. Ce type de populisme anti-élite, anti-corruption, anti-bavardage parlementaire, c'est lui le grand vainqueur des élections. Et donc, pourquoi j'ai fait cette digression sur la décomposition des partis et sur l'arrivée des nouveaux acteurs politiques? C'est que, bien entendu, l'élection du président au suffrage universel direct, dans un tel contexte, prend une autre dimension. Puisque le champ partisan est en ruine, l'opinion est dans l'incertitude fluctuante, hein, elle tente, elle fait confiance tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Et vous avez donc la possibilité pour un exécutif renforcé, qui est élu au suffrage universel direct, ou pour un nouvel acteur, comme M. Babiš, qui vient d'entrer sur la scène, d'acquérir des positions nouvelles, étant entendu que M. Babiš il pense déjà à la présidentielle suivante. Hein. La berlusconisation de la politique tchèque, c'est comme ça qu'on pourrait définir le processus. Il y a un entrepreneur qui entre sur la scène politique et qui peut la dominer, et qui pourrait la dominer, puisque le champ partisan est fragmenté à l'extrême et en décomposition. Donc c'est ça qui est préoccupant, c'est, si vous voulez, bien sûr, dans toute l'Europe, on observe, et je terminerai là-dessus, y compris en France, un phénomène d'érosion des grands partis, de décomposition. On parle de la Sciences Po, on a je ne sais combien de séminaires sur la crise de la représentation démocratique. On l'observe partout. Y compris aujourd'hui, regardez ce qui se passe à l'UNP, regardez le Parti Socialiste, l'état dans lequel il est, bref, voilà, la crise des partis, elle existe. Mais en gros, vous avez deux modèles en Europe de l'Ouest. Vous avez encore des pays où la scène bipolaire, avec les deux grands partis, rend la compétition politique, la compétition partisane assez lisible. En Allemagne, vous avez la CDU ou le Parti social-démocrate, et avec la possibilité de coalition, ou même de grandes coalitions, comme c'est le cas maintenant. En Grande-Bretagne, vous avez les deux grands partis et le petit parti libéral qui sert d'appoint en ce moment aux conservateurs, mais qui pourrait très bien servir d'appoint au parti travailliste. En Italie, c'est autre chose. C'est l'autre versant. Et là, vous avez un système où, après la fin de la guerre froide, les deux grands partis ont implosé. Le Parti communiste de Pecci a implosé. La démocratie chrétienne, qui avait gouverné sans partage pendant 45 ans, a implosé. C'est quand même incroyable. Régime de parti unique, on pourrait dire, puisque la démocratie chrétienne a gouverné non-stop pendant toute l'après-guerre. Elle a implosé. Et sur les ruines des deux grands partis est arrivé Berlusconi. Et donc, je dirais que le cas tchèque m'intéresse et me préoccupe, parce que si on le situe dans une optique comparative, il est à mi-chemin, je dirais, entre le système qu'on observe en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, où les deux grands partis sont encore là, où la scène reste plus ou moins lisible, même si là aussi il y a des problèmes et des problèmes graves, et le modèle italien qui est marqué par la décomposition, un champ politique en ruine, et sur le champ en ruine, vous avez soit Berlusconi, l'entrepreneur en politique, soit Beppe Grillo. Beppe Grillo qui dit tous pourris, tous pareils. On n'a pas à choisir entre les uns et les autres. Il refuse non seulement les élites, mais aussi les médias. Les médias font partie du système, ils ne fonctionnent que par Internet, et c'est de ça qui est
le modèle italien, disons souvent, est un révélateur d'une tendance extrême, d'un problème extrême qui existe dans la politique européenne. Donc je dirais le cas tchèque, nous sommes à peu près dans une situation intermédiaire, où on est, les partis sont encore là, mais très affaiblis. Nous avons un système semi-présidentiel, là je vous rejoins, parce que même si le président a des velléités de renforcer son pouvoir, il n'y a pas de modification de constitution et je ne vois pas les conditions qui rendraient cette modification de la constitution réalisable dans un avenir proche. Mais la question est posée pour la suite, parce qu'on ne modifie pas l'élection du président de la République en fonction de la bonne humeur ou de la mauvaise humeur des uns et des autres. Puisqu'elle a été modifiée, ça ouvre la possibilité, Miloš Zeman ne fera qu'un mandat, mais ne serait-ce que pour des raisons de santé, peut-être, mais il y a des successeurs, et j'en ai mentionné au moins un, qui se préparent et qui nous proposent d'ailleurs de modifier le mode de scrutin. Ah oui, dernière phrase que je voulais dire. Situé dans le contexte, donc l'élection au suffrage universel, le système partisan des compositions, et là-dessus, il propose une modification du mode de scrutin, passer de la proportionnelle au scrutin majoritaire. Mais, qu'on s'entend bien, le scrutin, moi-même j'étais favorable au scrutin majoritaire. Avec Vincent Havel, on a même évoqué cette idée dans une émission de télévision, on l'avait présenté parce qu'on pensait que, justement, une extrême fragmentation de la scène politique tchèque pouvait être préjudiciable. Mais c'était dans un contexte où il y avait un système partisan relativement stable. Si vous introduisez la proportionnelle, le scrutin majoritaire dans un champ partisan en ruine, vous prenez un énorme risque et vous donnez la possibilité pour certains entrepreneurs politiques, sans les nommer précisément, de non seulement aller vers l'élection, préparer l'élection présidentielle, parce qu'ils ont les moyens, y compris les moyens financiers, de mener cette campagne. C'est maintenant. L'élection présidentielle au suffrage universel direct, ça exige des moyens. C'est un coût énorme. Ça exige les médias. Et M. Babiš a déjà acheté plusieurs journaux, etc. Donc, il y a le côté présidentiel, mais il y a aussi le côté ensuite au Parlement, c'est-à-dire un nouvel acteur peut, effectivement, si vous introduisez le scrutin majoritaire dans une scène aussi imprévisible, vous pouvez vous retrouver avec une majorité comme Berlusconi. Alors là, on le saurait, le syndrome Berlusconi. Donc, je dis ça sous forme d'avertissement, je ne pense pas qu'on en soit là. Je pense d'ailleurs que les Tchèques sont beaucoup plus réalistes et beaucoup plus modérés. Ça, je fais... voilà. La modération et le réalisme sont quand même deux vertus tchèques qui, je crois, les vaccinent contre certaines dérives. Donc, voilà, je voulais être bref, et finalement j'ai parlé plus que je ne le souhaitais, et je redonne la parole à mon voisin, et surtout à vous si vous avez des commentaires et des questions. Peut-être juste une tentative de réaction. La première bonne nouvelle, c'est que Berlusconi n'a jamais été élu président de la République. Peut-être que si on suit le modèle italien, on va réussir à éviter Babiš à la présidence. Deuxième élément, effectivement, on est dans une situation où le système de parti est en train d'évoluer. Premier commentaire, les partis ne sont pas donnés une fois pour toujours. Ils apparaissent, ils vivent et puis ils disparaissent. Cela vaut y compris pour l'ODS. Et l'ODS, quand on suit l'ODS de près depuis longtemps, pour ma part, par exemple, ça fait depuis 10 ans que j'assiste à ces congrès, au congrès de l'ODS. Il y a une chose qui est marquante, c'est progressivement, on voit apparaître une crise profonde qui débouche sur la crise actuelle. Le cas Nagyová, le cas Mečas, le gouvernement qui tombe, c'est juste le sommet de l'iceberg. Le problème réel de l'ODS, c'est notamment, entre autres, qu'ils n'ont plus la capacité de trouver en leur sein des élites présentables.
représentables au sens où ce seront des personnalités telles qu'on a pu en voir dans les années 90. Et là, la crise de Sarajevo en fin 97 a beaucoup bouleversé l'ODS. Et je pense que c'est le début de la crise qu'on voit aujourd'hui. La suite, c'est-à-dire le départ de Klaus, l'arrivée de Topolanek, tout ça fait que l'ODS progressivement se transforme. Et quand vous regardez aujourd'hui qui est candidat pour l'ODS ou qui a été candidat pour l'ODS aux dernières élections, force est de constater qu'on est déjà dans la deuxième génération, les deuxième cadre, troisième cadre. C'est pas les têtes de gondole qu'on avait encore il y a 5-10 ans. À l'époque communiste, on parlait de deuxième garniture, même de troisième garniture. Là, on est un peu dans ce... Oui, effectivement, il y a une situation de crise à l'ODS, mais ce n'est pas uniquement le problème actuel tel qu'il apparaît avec la question de la corruption. La corruption, c'est aussi un thème que l'on voit apparaître quasiment constamment en République tchèque, et plus on en parle, plus il apparaît. Quand on regarde de quoi on parle, en fait, on ne parle pas de corruption, mais de sentiment de corruption. Quand vous regardez de quoi parlent les articles qui traitent de corruption, c'est absolument pas sur la corruption. C'est le sentiment qu'ont les citoyens d'un État corrompu. Et plus on parle de sentiment, plus on produit du sentiment. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de corruption en République tchèque. Je ne vais pas non plus faire une échelle de la République tchèque sur la corruption, par exemple, dans l'Union européenne. Mais il faut bien voir ça. De quoi on parle, c'est pas toujours aussi clair, et il faut bien faire attention avec les mots qu'on utilise. La modification du mode de scrutin, c'est quelque chose dont on parle depuis au moins novembre 1999, avec la perspective représentation proportionnelle ou représentation majoritaire. Je rappelle que, par exemple, à propos du président de la République, on a fait le choix, au début de la transition, d'un mode d'élection indirect. Pourquoi? Pour éviter d'avoir un président communiste. C'est ça la vraie raison pour laquelle on a opté, en 90, pour une élection indirecte. Le Forum civique n'était pas sûr de pouvoir présenter un candidat, qui était nous-mêmes, qui soit en mesure de remporter les élections face à un hypothétique candidat communiste. Et donc on a joué la sécurité. De la même manière, la représentation proportionnelle, c'est jouer la clé de la sûreté ou de la sécurité. Personne ne sera vainqueur, au sens où personne ne sera trop perdant. Et le passage à une élection majoritaire, c'est là aussi quelque chose qui réapparaît constamment. Ça a été proposé par l'ODS quand l'ODS était en tête. Ça n'a pas été présenté ou soutenu par la social-démocratie parce que ça ne correspond pas à leur approche du système parlementaire, mais grosso modo, si c'était le cas, ils auraient été aussi en mesure de s'y adapter. Et à ce propos, je rappelle encore un autre épisode qui aussi fait partie de cette contextualisation, c'est l'accord dit d'opposition entre Klaus d'un côté et Zeman de l'autre, entre l'ODS et le CSSD. Tu prends le gouvernement, je te soutiens, et puis quand tu me renverras l'ascenseur une fois que j'en aurai besoin. Avec un gouvernement minoritaire soutenu par le principal parti d'opposition. Donc, oui, on avait un système de partis relativement stable, mais avec déjà des prémices de crise profonde qui apparaissent donc, à la fin des années 90 à mon avis, qui sont renforcés par d'autres éléments au cours des années 2000. Et l'arrivée de Bárta en 2010, il reprend en main un parti qui existe déjà. Vece Vajana, Affaires publiques, apparaît en 2000-2001. À l'époque, il n'apparaît qu'à Prague 5, je crois, Prague 1. C'est un groupement local. Oui, c'est un groupement local, mais qui, à ce moment-là, au cours des années 2000, va apparaître comme un soutien fantoche de l'ODS dans ces arrondissements de Prague. Il y a un élément, par exemple, qu'on n'a toujours pas réussi à expliquer. Vece Vajana apparaissent dans
Prague 5, Prague 1 et Kostelec nad Orlicí. Pourquoi là-bas? Je ne sais pas. C'est comme ça. Bárta, ce qui est intéressant, c'est que Bárta, il s'est avéré qu'il avait une stratégie de monter au pouvoir. Son objectif, c'était moins d'ailleurs le ministère de l'Intérieur que le ministère des Transports, parce que c'est là que se décide une partie conséquente de l'utilisation des subventions, notamment européennes. Il s'effondre, pourquoi? Parce que ça ne peut pas marcher tel que c'est préparé, notamment par Bárta, parce qu'il est confronté à une opposition interne qui, pour des raisons souvent personnelles, refuse à un moment donné de jouer ce jeu particulier. L'implosion, elle est soutenue aussi par Necas, qui permet la création d'un pseudo-nouveau parti, Videm, qui n'a aucun contenu, quasiment aucune personne, aucun membre, sauf quelques députés, qui n'ont d'intérêt que parce qu'ils soutiennent le gouvernement. Et pour en arriver à Babiš et surtout au Kamura, on est là effectivement dans une situation un peu plus complexe. Est-ce qu'ils sont à droite? Est-ce qu'ils sont à gauche? Ils sont nulle part. Notamment en 2011, quand vous regardez ce qu'ils ont proposé, ils n'ont rien proposé. Et ils ont fait là effectivement ce qu'a fait Berlusconi, c'est-à-dire ils ont fait un catalogue de ce qu'on trouve dans les sondages, et en fonction de ce qu'on trouve dans les sondages, on propose, on fait un programme électoral à la carte qui va intéresser tout le monde. Plus, et c'est là que ça devient un peu plus compliqué, on voit déjà depuis quelques années apparaître un thème qui devient maintenant récurrent, qui est un des thèmes forts ou phares de anno 2011, c'est le thème de l'expertise. C'est défendu par notamment le gouvernement Necas, ça apparaît un petit peu avant, mais c'est défendu notamment par le gouvernement Necas. L'idée elle est simple, on va proposer une expertise. L'expertise est objective. Si c'est de l'expertise, c'est forcément objectif. Si ça vient du gouvernement, ce sera forcément objectif aussi. Et Babiš, qu'est-ce qu'il fait? Il propose aussi de l'expertise. Mes candidats à moi, entre guillemets, les candidats de anno 2011, ce sont des experts. Peu importe s'ils sont vraiment experts ou pas. Le ministre de la Défense, actuellement, je ne suis pas sûr qu'on puisse le considérer comme un expert des affaires de défense. Il a sans doute d'autres avantages. Et Babiš, c'est l'archétype jusqu'à l'extrême de cette idée d'expertise. On se pose d'un coup la question de comment fonctionnent les caisses enregistreuses en Europe. Babiš monte dans son avion, il va en Croatie, il fait un aller-retour en 2 jours, et il revient expert des caisses enregistreuses en Croatie. Le modèle à suivre. Et c'est imparable. Si c'est de l'expertise, c'est forcément objectif. Juste 2 mots avant le... 3 choses. La corruption, bon, il y a ce que vous dites, la perception de la corruption. Et alors là, effectivement, ça a monté en flèche au cours des 10 dernières années. Et cette corruption est mesurée par les sondages, par Transparency International, qui a une branche en République tchèque. Et c'est vrai que quand on fait les classements, on oublie de dire ça mesure la perception de la corruption. Donc c'est pas exactement la même chose que de mesurer l'état réel de la cote. Néanmoins, c'est pas seulement le sentiment, comme vous avez dit, ou la perception. Il y a eu des affaires constamment. La mairie de Prague, système Open Card, il y a les fameux parrains liés au pouvoir, au parti ODS. Et maintenant, on découvre dans la presse des enregistrements. Et la chef du cabinet du Premier ministre comme lien avec ses parrains, qui d'ailleurs décidaient de telle ou telle question importante pour le congrès du parti ODS. Donc là, tout ça, on a quand même un système où la perception, c'est vrai que c'est la perception, mais on a aussi une longue liste de cas réels qui sont débattus. Le vrai problème en République tchèque, c'est qu'aucun de ces cas n'est mené à son terme par la justice. La presse déballe, ça fait des années. On
on lance une affaire, on ne la poursuit jamais, et ça s'enlise quelque part, où les uns et les autres sont relâchés, enfin, ou ce qui est imparable, ils reçoivent l'amnistie. Et l'amnistie présidentielle, hein, le dernier jour avant le départ de Václav, l'amnistie pour l'ensemble de ceux qui avaient profité des privatisations frauduleuses, de toutes les pratiques, et dont les procès s'enlisaient devant la justice depuis des années et des années, ont été blanchis. Et ça, je pense, alors ça fait monter la perception de la corruption. Parce que là, les gens sont ulcérés. Ils voient des affaires qui ont traîné, des affaires de corruption qui ont traîné en justice pendant des années, parfois 10 ans, 15 ans, etc. Et au bout du compte, celui qui a permis tout ça, puisque c'était sa conception de la privatisation qui a été imposée dans les années 90, leur dit « vous êtes absous ». C'est son dernier bras d'honneur à la société qui est alors à ce moment-là ulcérée, et elle est prête à voter pour celui qui va leur dire « moi je veux mettre de l'ordre, je vais être anti-corruption, etc. » Même si ça peut être une légion. Deuxième observation sur Babiš, il y a la compétence et il y a l'idée qu'on peut, comme il dit, on peut gérer l'État comme une entreprise. Ah, ça c'est une conception nouvelle, n'est-ce pas? Les Tchèques avaient le sens de l'État. Vous lisez Peroutka, Budování státu. Vous voyez des débats autour de pourquoi on construit cet État, quelle est l'idée porteuse, comment ça fonctionne un État, avec tous les problèmes et les choses pas toujours plaisantes qui vont avec, la bureaucratie bien sûr, et Peroutka raconte comment elle est héritée bien sûr de la période autrichienne, et ne fait que proliférer ensuite. Mais quand même, vous avez donc toujours ce débat sur l'État et le service public. Il y a quand même ces notions-là, c'est important. Et vous avez soudain quelqu'un qui arrive et qui dit, mais non, l'État, c'est une institution et on peut la gérer comme une entreprise, sur le principe de l'efficacité, donc de la hiérarchie, parce que dans l'entreprise, il y a un boss qui donne des ordres et qui, n'est-ce pas, selon un certain nombre de critères d'évaluation, de rentabilité, etc., à condition. Donc là, c'est une conception de l'État, oui, nouvelle pour les Tchèques. Je pense que c'est... dernier point, on va voir comment évolue le système politique et on s'interroge sur une semi-présidentialisation. Si je reviens à la comparaison que vous aviez faite au début avec le système français, on est quand même loin. Dans le système français, vous avez les avantages et les inconvénients. L'avantage du système présidentiel à la française, c'est que ça bipolarise la vie politique. C'est la logique même de l'élection présidentielle. Ça bipolarise et ça rend la vie politique lisible, plus ou moins. Les deux grands candidats sont les représentants des deux principaux camps en présence des deux principaux partis. Donc, ça, cet avantage-là, ça structure le champ politique, ça le rend lisible. Ça a un inconvénient majeur pour la démocratie, c'est l'extrême concentration des pouvoirs dans l'exécutif. Enfin, je ne vais pas me lancer dans un long exposé sur la logique de la Ve République, mais évidemment, ça transforme le Parlement, ça l'affaiblit considérablement, ça en fait une chambre d'enregistrement. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant en Sciences Po, on avait un exposé sur le rôle du Premier ministre sous la Ve République, et la bonne réponse, c'est qu'il est responsable d'abord devant le président de la République et ensuite devant le Parlement. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'il ait la majorité au Parlement. Bon, ça c'est une façon de présenter les choses de façon équilibrée. Il est responsable des deux côtés. Mais fondamentalement, c'est le président, surtout depuis qu'on a aligné le mandat présidentiel et le mandat du Parlement, 5 ans, et les élections parlementaires qui ont lieu quelques semaines après l'élection présidentielle. Donc à ce moment-là, vous avez un président, il a sa majorité au Parlement, et ça renforce le pouvoir de l'exécutif. Je dirais, ça, dans une phase où tout le monde se plaît
se plaint de la, disons, de la défaillance des partis politiques, de la crise de la représentation démocratique. Là, on est dans un système politique qui ne favorise pas ni la participation, ni la parlementarisation, ni tout ça. Et je pense que ce serait un système qui serait, disons, je ne veux pas rentrer dans une discussion si c'est bon pour la France et pour les Français. C'est un système qui est né, comme vous le savez, dans des circonstances particulières, la fin de la 4e République et de la guerre d'Algérie, et ça a donné effectivement une grande stabilité politique aux institutions françaises, c'était important. Mais pour le cas tchèque, je ne verrai pas là un attrait du modèle présidentiel français. En tout cas, je réfléchirai à 2 fois avant de m'engager sur cette voie, mais je crois qu'on ne va pas dans cette direction, en tout cas pas tout de suite. Voilà. Concernant l'État géré comme une entreprise, c'est le dogme néolibéral tel qu'il est présenté notamment par l'ODS depuis le début des années 90. Et c'est une idée qui est reprise notamment par Top 09, en particulier Kalosek, quand il dit l'État doit économiser, l'État doit se comporter comme un bon père de famille. L'État ne peut pas avoir de... c'est pas la même chose. Si, bon père de famille, bon, on ne gaspille pas l'argent public, ça. C'est pas la question du gaspillage. Oui, certainement ça pour sans doute. Mais après, se pose toujours la question de savoir où on économise. Et en l'occurrence... ça, c'est la politique. Oui, sans doute. Mais en l'occurrence, cette idée de gérer l'État comme une entreprise, c'est absolument pas nouveau. Babiš ne fait qu'utiliser quelque chose qui existe déjà dans l'espace politique tchèque. Concernant le service public, s'il y a un État en Europe où il n'y a pas de conception du service public, c'est bien la République tchèque. Il n'y a même pas de fonction publique pour l'instant. Ce qui veut dire, en pratique, et là on rejoint l'État qui fonctionne comme une entreprise, ce qui veut dire que les fonctionnaires sont engagés sur la base d'un contrat privé. Ils sont engagés sur la base d'un contrat privé pour une durée déterminée. Là, le nouveau gouvernement s'est engagé à adopter la loi sur la fonction publique. Grâce à Zeman, qui a imposé cette idée. Mais et en plus, effectivement, c'est aussi l'Union européenne qui pousse la République tchèque à adopter cette loi qui manque. C'est le dernier État en Union européenne qui n'a pas cette loi sur la fonction publique. Donc cette relation État-entreprise, oui, ça existe déjà. L'amnistie présidentielle, c'est le premier étage d'un problème encore plus vaste. Non seulement Václav Klaus a donc signé cette amnistie présidentielle, mais comme tous les actes du président, l'amnistie présidentielle a été contresignée par le Premier ministre. Ce qui est tout à fait classique dans tous les systèmes parlementaires. Le président est irresponsable, celui qui porte la responsabilité politique de la décision de l'amnistie, en l'occurrence, c'est le Premier ministre, c'est Méčas. Et Méčas a été interpellé, il y a eu un dépôt d'une motion de censure par l'opposition, et qu'est-ce qu'a dit Méčas? Je ne sais pas, c'est pas moi, j'ai fait que signer le document que m'a donné le président de la République. C'est une conception de la responsabilité politique qui est extrême et qui pose d'autres problèmes, notamment dans le fonctionnement des institutions. Alors, cette fois-ci. Merci. Moi, j'aurais même 3 questions. La première sur la comparaison des systèmes politiques. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur la comparaison par rapport au système français. Et je me demandais si, plutôt, au vu du mode de scrutin du président de la République, qui est quand même assez rare en Europe, et du scrutin proportionnel, ce ne serait pas plutôt une comparaison avec la Pologne qu'on devrait avoir, notamment sous l'époque Kaczynski-Tusk, où il y avait une double légitimité du suffrage populaire et une lecture assez floue des responsabilités et des compétences de chacun, du président et du Parlement. Est-ce qu'on n'est pas plutôt en ce moment, avec Zeman qui a la particularité de n'être pas le candidat d'un des 2 grands partis,
Est-ce qu'on n'est pas dans cette configuration-là? La deuxième question, c'est Zeman justement était arrivé à l'élection présidentielle avec des ambitions assez grandes sur ce que devait être le président de la République, sur ses pouvoirs après le suffrage universel. Je me souviens d'un débat ici et d'une discussion après avec Martin